Bonjour, eh bien, bienvenue sur ProConta. On va aborder aujourd'hui donc quelque chose de très important, c'est-à-dire la méthodologie pour résoudre une fusion, conformément à l'UE4 du programme de comptabilité audit du DSCG. Dans le cadre de cette méthodologie, je vais vous apprendre en fait à résoudre une fusion en 8 étapes. Il y a effectivement donc 8 étapes. Je vous invite à vous connecter, hein, bien sûr. Alors, est-ce que vous m'entendez déjà? Est-ce que vous êtes bien connectés? Oui, oui. Est-ce qu'il y en a certains qui sont connectés? Vous pouvez me faire des petits messages dans le chat, aucun problème. Alors, l'idée, c'est aussi de savoir peut-être où vous en êtes par rapport au programme donc, de l'UE4. Est-ce que vous êtes déjà étudiant, salarié? Qu'est-ce que vous faites en fait, hein? Ça m'intéresse de savoir ce que vous faites parce que, évidemment, en termes de préparation, c'est pas toujours évident, hein, surtout pour ceux qui travaillent. Et puis, je voudrais savoir ce que vous attendez en fait de cette préparation au DSCG avec ProConta. Nous, on sera là pour vous soutenir, pour vous aider. Et donc aujourd'hui, cette méthodologie est extrêmement importante parce qu'elle va vous permettre de comprendre toute la méthode. Si vous avez compris la méthode, vous pourrez faire tous les cas de fusion les plus compliqués. Alors, vous n'avez aucune note à prendre aujourd'hui, aucun problème. Vous allez pouvoir suivre en cliquant et en téléchargeant en fait le polycopier, hein, donc les slides, dans lequel j'ai indiqué l'ensemble de la méthode, et vous allez pouvoir donc cliquer et récupérer donc les différentes étapes. Alors, comment on réussit une fusion? Quelles sont les 8 étapes? Alors moi j'ai appelé ça les 8 étapes, hein, chacun sa méthode on va dire, mais ce qui est certain c'est qu'avec ces 8 étapes, vous pourrez arriver au bout des cas les plus compliqués. Alors, quelles sont ces 8 étapes? Je vais les reprendre très succinctement, d'accord, dans un premier temps. Et puis ensuite, eh bien, on va évidemment... alors voilà, je vois qu'il y en a qui sont connectés. Bonjour, bonjour. Bonjour à tous. C'est parti. Alors, du coup, première étape, vous allez, dans un premier temps, faire un schéma. Pourquoi il faut faire un schéma? Parce que faire un schéma, ça permet de savoir dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous êtes dans une fusion simple? Est-ce que vous êtes dans une fusion renonciation? Est-ce que vous êtes dans une fusion réunion? Bref, le schéma, c'est la première chose qu'un étudiant doit impérativement faire, sur sa copie également, parce que ça permet d'aider énormément le candidat. D'accord? Ensuite, vous allez procéder à ce qu'on appelle l'évaluation d'entreprise. Alors attention, je vais parler un petit peu d'évaluation. Comme vous le savez, le programme de l'UE4 du DSCG a été réformé. À ce titre, l'évaluation ne fait plus officiellement partie du programme, mais vous avez bien compris que si je vous ai intégré l'évaluation, c'est parce qu'on en a quand même besoin. Donc je vous en parlerai, je vous donnerai les éléments nécessaires dont vous avez besoin pour vous en sortir, et bien évidemment, je vous expliquerai un petit peu comment éviter cette partie qui en réalité est utile et vous permettra quand même de gagner des points. Troisième étape, on va déterminer le nombre de titres à rémunérer. Quatrième étape, on va déterminer le nombre de titres à émettre pour réaliser l'augmentation du capital. Puis, on va déterminer le mode de valorisation des apports. Établir ensuite le tableau d'analyse de la fusion. Alors, j'appelle ça le tableau d'analyse de la fusion. Vous verrez qu'en fait, ce tableau, je le conseille. Vous le trouvez partout. Il est tout le temps dans les annales corrigées pour ceux qui ont regardé un petit peu les annales et puis pour ceux qui ont repassé cette épreuve. Voilà, cette année sera la bonne, c'est certain. Et puis ensuite, on analysera donc soit le boni de fusion, soit le malus de fusion, hein. Pas d'inquiétude, je vais reprendre évidemment pendant l'heure que nous allons passer ensemble les 8 étapes. L'idée, c'est surtout que vous ayez une vue générale des 8 étapes que vous allez réaliser avec moi. Et enfin, 8e étape, passer les écritures comptables. Et vous verrez qu'il y a deux catégories d'écritures comptables à passer, des écritures comptables chez l'absorbé et des écritures comptables chez l'absorbante. Alors, est-ce que vous avez un petit peu compris ces 8 étapes pour ceux qui sont connectés? Est-ce que vous avez bien vu qu'il y avait voilà, un certain nombre d'étapes et que ce sont ces étapes-là que nous allons voir ensemble? J'attends vos retours. Alors, nous allons commencer par l'étape numéro 1, schématiser l'opération. Alors, comme toujours,
En comptabilité, comme dans beaucoup de matières techniques, on a besoin non seulement des connaissances, mais on a besoin également d'avoir le schéma pour pouvoir comprendre l'opération. Et puis, on a surtout besoin de pratique. Et cette pratique, eh ben, on va le voir assez rapidement. Si vous schématisez l'opération de fusion, vous allez avoir la possibilité d'identifier le type de fusion que vous allez réaliser. Donc, si vous faites une fusion, si vous faites un schéma avec, par exemple, une société A, une société B, A ne détient pas B, B ne détient pas A, ce sont des sociétés qui n'ont aucun lien de participation les unes avec les autres, et donc dans ce cas de figure, nous serons dans une fusion simple. Ça marche ? Maintenant, si vous avez une société qui détient, une société absorbante, qui détient donc une société B absorbée, et qui détient des titres dans cette société, eh bien nous serons dans le cadre de ce qu'on appelle une fusion-renonciation. Alors pourquoi on va appeler ça une fusion-renonciation? Parce que lorsque l'absorbante détient des titres de l'absorbé, lorsqu'elle va procéder à l'augmentation de son capital, elle ne va pas reprendre les propres titres qu'elle détient déjà dans l'absorbé. Donc on appelle ça une fusion-renonciation. Elle va tout simplement renoncer à ses titres. Vous avez ensuite une troisième opération qui est très intéressante et qui est tombée une fois au DSCG, qui est assez difficile, qui est le cas le plus compliqué que nous aurons l'occasion de traiter ensemble. Si vous vous inscrivez, je serai pro-compta bien évidemment. La fusion, renonciation, réduction, c'est une fusion dans laquelle l'absorbante détient des titres dans l'absorbé et l'absorbé détient des titres dans l'absorbante. Dans ce cas de figure, les deux entités s'autodétiennent, et si elles s'autodétiennent, on est en présence, dans ce cas de figure, de participation réciproque, et si vous avez des participations réciproques, eh bien nous allons réaliser une fusion, renonciation, réduction. Autre cas de fusion possible, quand vous allez faire votre schéma, vous pourriez aussi avoir un cas qui d'ailleurs n'est jamais tombé encore à l'examen, un cas où vous avez une société A, une société B. Ces deux sociétés vont être dissoutes et vont donc donner naissance à une troisième société, mais dans une nouvelle entité. Dans ce cas de figure, nous allons procéder à la dissolution de A, la dissolution de B, et nous allons créer une nouvelle entité par le biais d'une constitution de société. Nous serons donc dans le cadre d'une fusion réunion. Alors pourquoi cette fusion-réunion elle est un petit peu malmenée dans l'examen du DSCG et pourquoi on la voit jamais pour l'instant? En tout cas, c'est parce que cette fusion dans la pratique elle est très peu pratiquée pour des raisons évidentes qui sont des raisons fiscales et des raisons juridiques. Alors vous avez ensuite, en fonction donc des schémas que vous allez faire, la fusion simplifiée, c'est le cas où l'absorbante va détenir 100% de la société absorbée, donc là vous détenez la totalité, il n'y aura donc bien évidemment pas d'augmentation du capital. Vous avez la TUP, la transmission universelle de patrimoine, qui est aussi un cas de figure assez spécifique qui est défini par le Code civil. L'apport partiel d'actifs, qui lui aussi est un cas spécifique que nous aurons bien évidemment, nous aurons l'occasion dans le cadre de la préparation chez ProConta de voir l'ensemble du programme relatif à la fusion et donc évidemment les opérations assimilées, notamment TUP, apport partiel d'actifs et scission. L'apport partiel d'actifs consiste en fait pour une société à donner une partie de sa branche d'activité à une autre société. Et donc si elle fait ça, eh bien elle n'est pas dissoute, elle va simplement vendre des éléments d'actifs et de passifs de son bilan. Et c'est ce qu'on appelle donc un apport partiel d'actifs. Et enfin pour finir, un cas aussi qui tombe de temps en temps à l'examen, qui est devenu maintenant classique, c'est la scission, où là vous allez partager en fait une société en plusieurs morceaux et réaffecter chacun de ces morceaux à une autre entité. Alors pour ceux qui sont en ligne là et qui vous écoutent, est-ce que vous avez un petit peu compris cette première étape qui est importante, qui consiste évidemment à schématiser l'opération et qui va nous permettre de bien comprendre comment fonctionnent ces opérations et surtout de savoir à quel type d'opération de fusion on va avoir à faire.
Alors, j'attends vos réponses avec impatience. Je passe donc au cas qui est en fait le cas que je vous ai envoyé, hein. Normalement, vous avez reçu un exemple d'exercice du DSCG, qui est un cas que j'ai adapté un petit peu pour le rendre un petit peu plus simple. Dans ce cas de figure, il y avait donc deux sociétés. J'espère que vous avez eu le temps, hein, bien évidemment, de travailler un petit peu le cas. Et si on regarde donc le sujet, hein, que je vous avais donné, on avait une société, Pôle Industrie, qui détenait 80% d'une société, donc Michel. On avait une société Bernard qui était détenue à 60% par Michel. Et on voit que Michel détient 60% de Bernard. Alors, évidemment, ici, vous l'avez compris, Michel est l'absorbante, Bernard est l'absorbé, et donc Bernard va rentrer, entre guillemets, dans Michel pour former en fait une seule et unique entité, d'accord? Et dans ce cas de figure, bien évidemment, nous allons avoir, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, ce qu'on appelle une fusion-renonciation, d'accord? Donc là, Michel détient 60%. Hein, c'était le cas que je vous avais remis. Et comme il détient, on va commencer un peu à travailler d'ailleurs là-dessus, comme on détient déjà 60% de Bernard, ça veut dire qu'on ne détient pas 40%, et donc c'est une fusion-renonciation. Donc vous voyez bien que là, dans l'exemple que je vous ai envoyé, vous avez, grâce à la réalisation d'un schéma très simple, hein, qui constitue en fait la première étape, eh bien, on arrive à comprendre assez rapidement qu'on a affaire ici à une fusion-renonciation. Et pourquoi c'est important ce schéma? Parce que ce schéma va conditionner l'ensemble de vos calculs jusqu'à la fin. Donc il ne faut pas vous tromper sur le schéma, puisque c'est le schéma qui va vous permettre de savoir dans quel type de fusion vous êtes. Alors, est-ce que c'est OK pour vous, cette première partie-là? Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Bon, alors, j'attends vos réponses et je continue. On a donc réalisé, hein, cette première étape. Dans le sujet que je vous avais remis, vous aviez donc à formaliser, bien évidemment, un schéma et à reconnaître cette fusion-renonciation. Dans la deuxième étape, on va maintenant procéder à ce qu'on appelle la valorisation donc, de la société. En fait, on va faire une évaluation, hein, tout simplement. Voilà, il y a Naoufel qui me répond qu'il a compris. C'est très bien, Naoufel. C'est bien, c'est bien. Donc, on a valorisé donc, la société dans l'étape numéro 2. Alors, encore une fois, j'insiste, c'est vrai que l'évaluation nécessite que vous ayez quand même des connaissances de base. Jusqu'à l'année dernière, c'était très important. Cette année, ça a été réformé, donc maintenant, il faut avoir les connaissances, mais on ne vous demandera pas normalement de faire une évaluation. Hein. Faut qu'on soit logique. Ça fait partie maintenant de l'UE numéro 2, hein, qui est l'UE de finance. Alors, dans cette valorisation de société, la question que vous devez vous poser, pourquoi je fais cette étape 2? Pourquoi, en fait, je procède à l'évaluation d'une société? Alors, c'est très simple. Vous avez besoin, en fait, d'évaluer une société parce que, pour pouvoir déterminer ce que j'appelle la parité d'échange, j'ai besoin d'évaluer une société. Je veux savoir combien je vais avoir d'absorbantes pour combien je vais avoir d'absorbés. Si vous voulez savoir combien pour combien, eh bien, j'aurai besoin de toute façon de déterminer la bonne méthode d'évaluation. Alors, je vous ai mis évidemment, hein, à titre indicatif, puisqu'en fait, encore une fois, on aura l'occasion, dans le cadre d'une prochaine vidéo, pour ceux qui s'inscriront, de vous définir avec précision l'ensemble de ces méthodes d'évaluation qui sont vraiment très importantes. Ça marche? Donc, j'ai mis de façon assez succincte les différentes méthodes. Vous avez bien compris qu'il y a tout un travail d'évaluation auquel vous allez bien évidemment échapper, mais vous n'y échapperez pas lors d'une prochaine vidéo parce qu'on en aura quand même besoin. Mais ça, je pense que vous l'avez également compris. Il faut toujours répéter un petit peu pour que ça rentre, n'est-ce pas? Donc, on aura plusieurs méthodes d'évaluation. Alors, on a par exemple la méthode du DCF que vous connaissez sans doute, hein, l'actif net comptable corrigé également, la valeur financière, la valeur de rendement et bien d'autres méthodes encore. Bref, on va partir du principe que vous maîtrisez tous l'évaluation d'entreprise et que du coup,
par chance, vous avez réussi à trouver sans difficulté aussi les valeurs de chacune de ces sociétés. Donc vous l'avez compris, on a ces deux sociétés, hein, je reviens un peu en arrière, je suis désolé, mais on en a besoin. Donc vous avez Michel, vous avez Bernard, hein, toujours je reviens un petit peu en arrière. Michel et Bernard vont être évalués, donc je vais évaluer Michel, je vais évaluer Bernard, et je vais déterminer une parité. Alors là, évidemment, comme le programme a été un petit peu, je dirais, modifié, on vous donne les valeurs de Bernard et on vous donne les valeurs de Michel. Donc l'objectif pour vous, c'est de déterminer ce qu'on appelle les parités d'échange. Comment est-ce qu'on calcule une parité? Est-ce que quelqu'un peut nous dire ça? Alors j'ai une question là du coup. Oui, le nouveau programme ne prend en compte que la NCC où il faut maîtriser les autres calculs. Alors comme je le disais tout à l'heure, lorsque j'ai parlé de l'évaluation, comme je le disais, l'évaluation ne fait pas partie réellement du programme, mais par souci d'efficacité, il faut quand même que vous maîtrisiez également les autres calculs, c'est-à-dire les DCF, la valeur financière, la valeur de rendement. Il faut quand même connaître ces techniques-là, même si elles ne sont plus au programme. En théorie, et ne vous inquiétez pas, d'ailleurs le dernier sujet d'examen qui est tombé au DSCG, donc là, le dernier, hein, celui d'octobre dernier, on vous donnait les parités d'échange, mais on vous demandait de retrouver quand même les valeurs. Logiquement, on n'est pas censé vous demander de retrouver les valeurs, mais enfin, on est bien d'accord que si je vous demande de déterminer une valeur comptable et que vous ne savez pas ce que c'est que des capitaux propres, ça va me poser quand même un petit problème. Donc pour vous répondre clairement, il faut quand même connaître les méthodes d'évaluation, même si officiellement, elles ne sont plus au programme. D'accord? Bon, j'espère que je vous ai bien répondu. Alors on continue. Michel et Bernard, on a des valeurs qui sont données dans le sujet. Donc on avait pour Michel 400. On avait pour Bernard 300, ça veut dire qu'on a en fait, Michel vaut 400 €, Bernard vaut 300 €. On peut rester hein, sur des données unitaires, ce n'est pas forcément nécessaire de déterminer les valeurs globales. D'accord? Donc on va rester sur 300 et 400. Et la question que vous devez vous poser, c'est combien je vais avoir de Michel pour combien de Bernard, tout simplement. D'accord? Donc là, il y a un calcul, je dirais, qui est assez simple, qui consiste en fait à vous poser la question suivante. Combien je vais avoir de Michel pour combien je vais avoir de Bernard? Bernard égale 300, Michel égale 400. Il faut qu'on trouve un chiffre qui va égaliser Michel et Bernard. Pour être plus clair, il faut que vous trouviez un multiple pour pouvoir facilement trouver vos parités. Alors ici, vous avez 300 et vous avez 400. Donc si on simplifie, ça fait 4 pour 3. Donc si on simplifie, ça fait 3 pour 4. Donc tout simplement, il faut 3 Michel pour avoir 4 Bernard, tout simplement. Alors, pourquoi 3 Michel égale 4 Bernard? Faites vous-même le calcul, hein. Faites votre calcul, vous allez voir. Alors je vais essayer de passer en mode plein écran. Je pense que tout le monde doit me voir normalement. Donc on a Michel qui vaut 400. Bernard qui vaut 300. Donc normalement tout le monde doit voir ce que je fais au tableau. Si vous faites votre calcul, 3 fois 400, c'est bien égal à 4 fois 300. Vérifiez, vous retomberez bien sur vos jambes. Hein. On a bien 1200, c'est bien le chiffre commun aux deux. Donc il faut bien 4 fois 300. Il faut donc 4 Bernard pour 3 Michel. Ça marche? Bon, donc ça c'est extrêmement important de le comprendre. Je vais vous donner après, hein, donc rassurez-vous, je vais vous donner une technique pour vous éviter aussi de vous embrouiller, parce qu'en fait, beaucoup parmi vous qui sont en train de m'écouter auraient dit le contraire, ils auraient dit ça fait 4 Michel pour 3 Bernard, et vous vous seriez trompé. Donc je vais vous montrer ensuite très succinctement une méthode pour ne pas vous planter. On verra ça tout à l'heure, rassurez-vous. Alors on continue. Donc maintenant, j'ai fait mon schéma, je sais quel type d'opération je fais. Bonjour Moubarak, enchanté. Essayez de prendre le début du support pour suivre ce qu'on vient de faire là sur la fusion. Donc étape 1, on a procédé à la réalisation du schéma pour savoir quel type d'opération de fusion on va avoir. Étape 2,
on a procédé à l'évaluation de l'entreprise parce qu'on a besoin de déterminer nos parités. Ici, j'ai pris l'exemple de Michel et Bernard. Et puis, étape 3, on va déterminer le nombre de titres à rémunérer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le nombre de titres à rémunérer? Ça veut dire en fait combien de titres de l'absorbé vous allez prendre pour calculer le nombre de titres que vous allez émettre dans le cadre de votre augmentation du capital. Pour être plus clair, sur la base de combien de titres de l'absorbé vous allez pouvoir travailler. C'est ça que ça veut dire. Alors, je vais encore vous embêter, je vais encore revenir en arrière et je vais encore revenir à mon joli schéma du début, et c'est là que vous allez vous rendre compte que le schéma est extrêmement important. Regardez le schéma. Michel détient 60% de Bernard. Donc, si Michel détient 60% de Bernard, Michel ne détient pas combien? Michel ne détient pas 40%. Ça veut dire concrètement que vous allez donc rémunérer le reste. Donc, combien je vais rémunérer? Je vais rémunérer 40%. Ça marche? Alors, je reviens en arrière de nouveau. Chez Michel, vous avez 30 000 actions. Chez Bernard, vous avez 20 000 actions. Vous allez donc prendre ces 20 000 actions, mais en fait, vous ne pouvez pas les prendre, les 20 000. Pourquoi vous ne pouvez pas prendre 20 000 pour faire votre augmentation du capital? Parce que, en fait, en réalité, Michel détient déjà 60%. Donc, comme il détient déjà 60%, quand il va augmenter son capital, il va prendre les 40% qui restent. Donc, il va prendre 40% de 20 000 actions. C'est ce que moi j'appelle le nombre de titres à rémunérer. D'accord? Donc, vous me dites si c'est OK. Normalement, oui. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Alors, un petit souci de paramétrage, problème du direct. On va revenir sur mon tableau. Alors, si vous avez donc des titres à rémunérer, ça vous fera donc 20 000 actions à 40%. Ça veut dire concrètement que vous allez rémunérer 40% des 20 000 actions. Donc, vous allez baser tous vos calculs sur 8 000 actions. Ça marche? Alors ça, je pense que ça, c'est bon. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Voilà, j'ai réussi à m'en sortir tout seul. C'est bien. Alors, merci de me confirmer si c'est bon pour tout le monde. Vous avez bien compris que c'était bien 8000 actions à rémunérer. D'accord? Et en fait, je vais revenir sur un tableau aussi qui est fondamental et qui vous aidera aussi énormément à savoir comment déterminer le nombre de titres à rémunérer. Eh bien, encore une fois, j'insiste, je répète, mais tout est basé sur le schéma. Le schéma vous donnera les réponses à toutes vos questions. Si c'est une fusion, par exemple, simple, ça veut dire que A ne détient pas B, B ne détient pas A. Donc, vous allez en fait rémunérer l'ensemble des titres de l'absorbé. Nous, dans le cas qui nous intéresse ici, qui est en fait Michel et Bernard, il s'agit d'une fusion-renonciation. Donc en fait, ici, vous allez prendre l'ensemble des titres de l'absorbé et vous allez enlever ce qui est déjà détenu. Tout à fait, c'est ce que je vous ai écrit, un nombre de titres de l'absorbé détenus par l'absorbante. Donc en l'occurrence, ici, pour nous, c'était les fameux 40%. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Si vous avez maintenant une fusion-réduction, alors ça veut dire que dans votre schéma, c'est l'absorbé qui détient l'absorbante. Et donc dans ce cas de figure, vous prendrez tous les titres de l'absorbé, ça pose pas de problème. D'accord? Oui, Marie me dit que c'est bon, Lisa, Jean, Claire, c'est bon, parfait. Ok, donc je continue. Fusion, renonciation, réduction, cette fois-ci, c'est encore une fusion-renonciation de toute façon. Donc comme c'est une fusion-renonciation, vous prendrez tous les titres de l'absorbé moins les titres que l'absorbante détient déjà dans l'absorbé. Donc ce tableau, il est vraiment très important. Il vous aidera aussi en respectant bien mes étapes. Respectez bien les étapes, vous verrez que ça vous permettra de régler la quasi-totalité des cas de fusion. Alors comme je l'ai dit et comme je le répète, on reprendra dans le cadre de la préparation au cours de l'année toutes ces méthodes. Et à chaque fois qu'on aura un cas, soyez pas surpris si je vous dis oui, elle est où l'étape 3, elle est où l'étape 4. Parce qu'en fait, on prendra toujours les mêmes étapes. Alors, je continue.
Déterminer maintenant le nombre de titres à émettre. Alors ça, c'est intéressant parce que cette étape 4 vous permet en fait de savoir comment vous allez calculer votre augmentation du capital. Alors, rappelez-vous nos chiffres, on a trouvé 8000, 20 000 fois 40%. On a trouvé 8000 fois 40%, donc aucun problème. Et maintenant, la question qu'on se pose, c'est comment je vais faire pour trouver mon augmentation du capital? C'est ça ma question. Donc, vous allez prendre en fait le nombre d'actions à rémunérer multiplié par la parité. Et c'est ça que je vais vous donner comme tuyau à la slide suivante, que vous allez retenir parfaitement pour ne jamais vous planter. Alors j'ai rajouté des petites difficultés parce qu'il en faut toujours et vous en aurez de toute façon à l'examen, donc autant commencer maintenant. Je vous ai indiqué qu'il fallait réduire la parité au maximum. Il faut toujours des chiffres ronds, il faut toujours que ça colle. Par exemple, si vous avez 4 sur 3, c'est bon. Si vous avez 4 sur 6, ça fait 2 sur 3. Il faut toujours faire en forme de rapport. Il ne faut jamais mettre de chiffre à virgule, parce que si vous faites ça, déjà vous aurez très souvent des erreurs. Et puis si vous n'avez pas d'erreur, il y aura peut-être l'existence de ce que j'appelle une soult. Une soult, c'est en fait quand vous avez des titres, mais qui sont à virgule. Et comme vous le savez, on ne vend pas 1,7 actions. Soit on vend une action, soit on vend 2 actions. 1,7, elle n'existe pas. Donc, si vous vendez qu'une seule action, il restera 0,7 actions. Ces 0,7 actions, ils vont se matérialiser en argent, ce qu'on appelle une soult. D'accord? Donc ça aussi, on le verra dans le cadre de la préparation. Et ce que vous devez également savoir et qui est important, c'est que la soult ne doit pas dépasser 10% de la valeur nominale des titres créés pour pouvoir bénéficier de ce que j'appelle le régime fiscal de faveur des fusions. Ça aussi, c'est quelque chose que nous verrons ensemble. Alors, je précise à titre indicatif que cette question a déjà été posée, notamment vérifier que la soult respecte bien les conditions pour bénéficier du régime fiscal de faveur des fusions. Ça marche? Donc ça, c'est vraiment quelque chose, que vous devez absolument maîtriser. Cette méthode, il faut toujours la garder avec vous, elle est très importante et elle vous aidera énormément. Alors maintenant, voilà la solution que je vous propose moi pour jamais vous tromper. Vous voulez jamais vous tromper, vous utilisez cette formule. Alors la formule en fait elle est extrêmement simple. Vous venez de me donner le nombre de titres à rémunérer, on vient de le trouver ensemble. Ça marche. Donc comme on a trouvé le nombre de titres à rémunérer, on va multiplier le nombre de titres à rémunérer par la parité. On va la multiplier par la parité. Si on multiplie ça par la parité, on obtiendra le nombre de titres à émettre. En clair, en français, pour être plus clair et plus synthétique, ça va vous donner en fait l'augmentation du capital. Le nombre de titres d'augmentation du capital. Alors, comment on va faire? Écoutez, on va revenir encore en arrière, puisque c'est ce qu'on fait depuis tout à l'heure. Alors, revenons en arrière. On sait que Michel vaut 400. On sait que Bernard vaut 300. Donc, on va faire 300 sur 400. D'accord? Donc 3 sur 4, et on va multiplier par le nombre de titres. Donc regardez, le nombre de titres à rémunérer, c'est ce qu'on a trouvé, donc 8000. Valeur unitaire de l'absorbé, 300. Valeur unitaire de l'absorbante, 400. Ça fait donc 0,75, ou si vous préférez 3 quarts, multiplié par 8000. 8000 multiplié par 3 quarts, ça nous fait 6000 actions à émettre dans le cadre de l'augmentation du capital. Vous allez donc avoir 6000 actions à émettre d'augmentation du capital. Est-ce que c'est bon pour tout le monde là? Normalement oui. Vous avez réussi à arriver jusque-là, pour ceux qui l'auraient préparé avant, ce qui serait très bien. Parce que ça permet quand même de suivre encore mieux. Alors avec la méthode, si vous faites les calculs au fur et à mesure, vous devriez sans peine arriver à trouver ces 6000 actions à émettre. Alors, je continue. Maintenant, on est à l'étape 5. Alors, l'étape 5 aussi, elle est très importante, parce que l'étape 5, si vous voulez, elle consiste à déterminer le mode de valorisation des apports. Ah, il y a Magali qui me dit qu'elle a plus de son. Alors ça, je ne sais pas. Je ne peux pas vous aider. Pour les autres, oui, c'est bon tout le monde? Jean-Baptiste, Lisa, Claire, ça marche.
Alors, il faut déterminer à l'étape 5 le mode de valorisation de vos apports. La question que vous devez vous poser, c'est comment je valorise mes apports? En fait, il y a deux possibilités en fusion, hein, c'est assez simple. Soit vous utilisez ce que j'appelle la valeur comptable, c'est-à-dire en fait les capitaux propres de la société, soit j'utilise la valeur réelle, c'est-à-dire la valeur dont la société, combien vaut réellement ma société en fait, hein, clairement. D'accord? Alors, dans ce cas de figure, on va déterminer ces apports, mais le problème c'est que pour déterminer le mode de valorisation des apports, il va me falloir me poser un certain nombre de questions. Et là encore, je suis de nouveau désolé, je reviens au début. Parce qu'en fait, la réponse, je l'ai déjà dès le départ. Regardez, dans le mode de valorisation des apports, vous allez vous poser deux questions. Vous allez vous demander déjà si la société, les deux sociétés sont sous contrôle. Bon, Claire est revenue, vous avez le son? Parfait. Donc, du coup, vous allez vous poser la question suivante. Michel détient Bernard, ok. Est-ce que les sociétés sont sous contrôle distinct ou sous contrôle commun? C'est deux notions très importantes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un contrôle commun? Je vais vous en parler après, contrôle distinct également. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième question que vous devez vous poser, c'est est-ce que nous sommes en présence d'une fusion à l'endroit ou d'une fusion à l'envers? D'accord? Alors, pour ceux qui ont déjà suivi des cours éventuellement de fusion, il va sans dire que vous avez sans doute dû apprendre un tableau par cœur, et moi je vais vous dire que ça ne sert à rien. Donc je vais vous montrer comment faire pour retenir directement ce que vous devez retenir pour votre examen. Donc première question, je viens de vous le dire, est-ce que c'est un contrôle commun ou est-ce que c'est un contrôle distinct? Eh bien, si c'est un contrôle, le contrôle c'est quoi déjà? Eh bien c'est le contrôle au sens de la consolidation des comptes, c'est-à-dire que la consolidation des comptes, c'est-à-dire que vous devez détenir plus de 50% d'une société, en norme CRC, hein, bien sûr, et non pas en norme IFRS, parce que c'est un petit peu différent, dans certains cas de figure en tout cas. Donc, alors, Adas me demande quelle est la différence. Alors, je suis en train d'y venir justement, donc je réponds là, je suis en train de vous répondre. Contrôle commun, contrôle distinct, et je parlerai du contrôle conjoint après. Le contrôle commun, ça veut dire que une société doit détenir plus de 50% d'une autre société. Par exemple, l'absorbante détient plus de 50% de l'absorbé. Ça, c'est le contrôle commun. Le deuxième cas de figure de contrôle commun, les deux sociétés qui vont faire la fusion sont détenues par une même société à plus de 50%. Et là, on est encore dans du contrôle commun. D'accord? Donc là, je réponds à la première question sur le contrôle. Oui, il s'agit du contrôle exclusif, hein, bien sûr, c'est le contrôle exclusif. Donc, si c'est du contrôle distinct, eh bien c'est très simple, ça veut dire que vous n'avez pas le contrôle. Donc en fait, deux sociétés qui ne se détiennent pas du tout, eh bien c'est du contrôle distinct. Une société qui en détient une autre, mais à moins de 50%, c'est aussi du contrôle distinct. Donc oui, je confirme, le contrôle, c'est bien le contrôle au sens de la consolidation, et c'est bien le contrôle exclusif. Alors, il y a cette notion de contrôle commun et de contrôle distinct. Ce que vous devez également savoir et qui est extrêmement important, c'est qu'il y a eu un troisième mode de contrôle que vous connaissez sans doute, mais qui en fait a affecté surtout les fusions, c'est-à-dire que les fusions ont fait l'objet d'une réforme, notamment en matière de contrôle conjoint, puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas encore vraiment anticipé, qui est maintenant rentré dans la réforme. Ça veut dire que c'est possible que vous ayez un sujet éventuellement là-dessus, hein, sur le contrôle conjoint, ça fait partie des nouveautés. Donc c'est plus une nouveauté, bien évidemment. Donc, comme c'est plus une nouveauté, ça peut vous être demandé. Eh bien, le contrôle conjoint, c'est lorsque vous avez un nombre limité d'associés qui détiennent une autre société, ou alors lorsque vous avez, par le biais d'un contrat, un contrôle conjoint. Donc, dans ce cas de figure, en consolidation, on utilisera ce qu'on appelle l'intégration proportionnelle. Vous avez sans doute dû entendre déjà cette notion. Alors pourquoi se poser toutes ces questions? Parce qu'en fait, si vous regardez mon étape 5, c'est quoi? C'est déterminer le mode de valorisation des apports. Et pour l'instant, je n'ai pas répondu à la question. J'ai défini, mais je n'ai pas expliqué comment. Donc je vous ai expliqué ce que c'était que le contrôle commun, le contrôle distinct et le contrôle conjoint. Donc ça, je pense que c'est bon pour tout le monde. Maintenant, vous devez vous demander qu'est-ce que c'est qu'une fusion à l'endroit
et qu'est-ce que c'est qu'une fusion à l'envers? Alors, je vais mettre en bleu ces deux notions qui sont extrêmement importantes. Qu'est-ce que c'est qu'une fusion à l'endroit? C'est une fusion dans laquelle l'actionnaire principal de l'absorbante conserve le pouvoir après la fusion. En gros, je suis actionnaire principal d'une société absorbante, on absorbe la société B, après la fusion, je suis toujours majoritaire. Bon, bah super, je suis toujours actionnaire principal, donc c'est une fusion à l'endroit. Maintenant, je vais prendre exactement le même cas, mais cette fois-ci, je suis l'actionnaire principal de l'absorbante. J'absorbe une société absorbée, bien sûr, la société B, mais après la fusion, je me retrouve minoritaire, parce que dans la société absorbée, il y avait plus d'actions. Donc j'ai perdu du pouvoir. Donc là, pour moi, c'est une fusion à l'envers, c'est plus une fusion à l'endroit. Donc maintenant, j'y viens à ce que je voulais vous dire, à cette fameuse étape 5 qui est très importante. Parce que maintenant que j'ai réussi à répondre à toutes ces questions, et que je sais ce que c'est que commun, conjoint, distinct, à l'endroit et à l'envers, je vais pouvoir déterminer le mode de valorisation de mes apports. Alors, comment on fait? Eh bien, plutôt que de retenir le tableau que vous retrouverez, vous verrez, vous retrouverez le tableau qui vous indique si on est en valeur comptable, quand est-ce qu'on est en valeur réelle. Moi, je vais vous faire retenir juste une phrase, et avec cette phrase, vous retiendrez à chaque fois ce qu'il faut faire. D'accord? Retenez que le mode de valorisation des apports, c'est toujours en valeur comptable. D'accord? Sauf dans deux cas. Dans le cadre d'une fusion à l'endroit de sociétés sous contrôle distinct, et dans le cadre d'un contrôle conjoint avant la fusion qui devient en fait un contrôle exclusif après la fusion. Voilà les deux cas qu'il faut retenir. Alors vous allez me dire, si je suis toujours en valeur comptable, les deux exceptions, ce sera en valeur réelle, bien évidemment. D'accord? Donc retenez ça, ça sera beaucoup plus facile pour tout le monde et ça vous permettra de traiter plus rapidement les cas que de mémoriser le tableau qui n'est pas forcément toujours évident à comprendre. Alors maintenant, on va essayer d'appliquer ce que je viens de vous raconter. On va revenir sur ce fameux schéma, comme quoi il est vraiment très important. Si vous regardez mon schéma, alors, je vais poser la question quand même, sait-on jamais, si quelqu'un veut me répondre. Donc là, on est en contrôle distinct ou commun. Est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? En regardant le schéma là, est-ce qu'on est en contrôle commun ou contrôle distinct? Regardez bien, Michel détient 60% de Bernard. Donc est-ce qu'il détient plus de 50, moins de 50? Il y a un contrôle commun. C'est bien, c'est la bonne réponse. Donc là, effectivement, on est en contrôle commun. Parfait. Voilà, très bien Nadège. Donc on est en contrôle commun. Donc ça veut dire qu'on va valoriser nos apports comment? Est-ce que ça va être en valeur comptable? Alors, pour que je ne fasse pas de faute d'orthographe non plus quand même. En valeur comptable ou en valeur réelle? Du coup, contrôle commun, très bien. Alors dites-moi. Alors fusion à l'endroit, c'est bien. Alors par contre, effectivement, là vous avez anticipé directement sur la notion d'endroit ou à l'envers. Mais en fait, si vous regardez bien mon étape et vous allez voir qu'en fait, il y a des choses qui ne sont pas forcément utiles. Regardez l'étape, j'arrive, j'y viens, hop. On est toujours en valeur comptable. Donc, est-ce qu'on a besoin de savoir si c'est à l'endroit ou à l'envers? Non, ce n'est pas du contrôle distinct. Vous avez une détention de plus de 50%. Donc, ce n'est pas du contrôle distinct, c'est du contrôle commun. D'accord? Et donc, on est en valeur comptable. Donc, on sera toujours en valeur comptable puisque c'est un contrôle commun. Donc, vous n'avez pas, là, il n'y avait pas de piège du tout. Voilà, valeur comptable, Fatima, c'est bien. Donc, on peut continuer. Donc là, dans l'application de Bernard, on avait un contrôle commun avec une société qui détient plus de 50%. Donc, on est en contrôle commun. Donc, on est en valeur comptable. Alors, sachez que si vous vous plantez sur le mode de valorisation des apports, vous êtes foutu. Il ne faut pas vous tromper là. D'accord? Parce que c'est pour ça que le schéma est très important. Alors non, conjoint et commun ne sont pas des synonymes. Pas du tout. Commun, vous détenez plus de 50%. Conjoint, c'est lié à un contrat ou c'est par exemple lorsque vous avez un nombre limité d'associés qui détiennent une autre société. Je vais vous donner un exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. On verra ça en détail pendant la préparation.
Si vous avez par exemple 4 sociétés qui détiennent chacune 25% d'une autre société, on dit que les 4 sociétés ont un contrôle commun sur cette société. Contrôle conjoint, pardon. Autant pour moi. Contrôle conjoint de cette société. Le contrôle commun, c'est quand vous détenez plus de 50%. Alors l'ANC, oui, là, vous compliquez un petit peu, on n'en est pas là. Alors, étape 6. On a l'étape 6 qui est très importante. Donc là, un de vos camarades me parle de la valeur réelle si l'ANC est négatif par dérogation. Oui, c'est exact. Mais ce que vous devez comprendre, c'est qu'en fait, si vous voulez, l'élément dont vous parlez, hein, votre camarade, c'est qui nous fait ça? Lisa nous parle de la valeur réelle, oui. Alors ça aussi, on le verra. Vous êtes en valeur comptable, vous respectez les prescriptions, hein, puisque là, ce sont évidemment les règles qui sont demandées, donc il n'y a aucun souci. Mais c'est vrai que le cas que vous êtes en train d'évoquer maintenant, c'est le cas en fait où la valeur comptable n'est pas suffisante pour permettre la libération du capital. En fait, ce n'est pas un problème d'actif net comptable négatif, c'est un problème où l'augmentation de capital n'est pas suffisante pour être libérée. Et dans ce cas-là, on remplacera la valeur comptable par la valeur réelle. C'est vraiment une exception. Ce n'est pas une dérogation, c'est un cas spécifique. Le contrôle commun sous-entend forcément le contrôle exclusif. La réponse est oui. Donc, étape 6. Étape 6. Alors maintenant, je vais vous montrer cette 6e étape qui est extrêmement importante. C'est le tableau d'analyse de la fusion. Alors, c'est un tableau qui est en fait le tableau de l'examen national du DSCG. Ce que je veux dire par là, c'est que jusqu'à présent, pour ceux qui ont déjà fait de la fusion, si vous avez fait des calculs d'une certaine façon, il faut que vous les fassiez, mais en les intégrant dans mon tableau. En fait, ce n'est pas mon tableau, c'est le tableau de l'examen national. Et si vous voulez que le correcteur soit pleinement satisfait de corriger votre copie et de bien voir qu'elle ressemble fortement à ce qui est fait à l'examen national, notamment par les concepteurs, eh bien, ça sera beaucoup mieux pour tout le monde. Et au-delà du fait que c'est sympa pour les concepteurs ou les correcteurs, c'est surtout, en réalité, un tableau très utile pour vous, qui est très pédagogique et qui va vous permettre en 2 minutes de le remplir et de passer votre écriture comptable sans aucune difficulté. D'accord? Donc, comment se présente ce tableau qui a l'air compliqué, mais qui en fait est très simple? À gauche, première colonne, vous avez la valeur d'apport de la société absorbée. Donc, je la mets en bleu, simplement pour vous dire que cette valeur-là, on est bien d'accord, hein, ça peut être soit la valeur comptable, soit la valeur réelle. Je ne sais pas, puisque c'est l'un ou l'autre. Je vais avoir dans la partie haute, la partie que je ne détiens pas dans la société absorbée. Que je détiens, pardon. C'est-à-dire, si vous avez des titres d'une absorbante, une absorbante détient des titres dans une société absorbée, eh bien, vous allez remplir la partie haute. En gros, pour être plus clair, vous remplirez cette partie que je suis en train de mettre en bleu seulement si c'est une fusion renonciation. Il va sans dire que si c'est une fusion simple, vous ne remplirez que la partie basse. Si c'est une fusion renonciation, vous remplissez tout. D'accord? Alors, reprenons ce tableau qui est vraiment fondamental. Ici, vous allez avoir la part de l'absorbante dans la société absorbée. Donc, vous allez mettre le pourcentage de détention. Et là, vous avez la part de la société absorbée qui n'appartient pas à l'absorbante. Donc, le pourcentage qui reste. Si, on verra après hein, l'application à notre cas qui est très intéressante et que vous allez voir, vous allez comprendre assez facilement. Là, ça va être la part que vous détenez en tant qu'absorbante dans l'absorbé. Pour être plus clair, c'est les titres que l'absorbante détient dans l'absorbé. Donc, dans ce cas de figure, il faudra annuler les titres à leur valeur comptable. En gros, vous regardez dans le bilan, dans le poste titre de dépréciation, et vous remettez le chiffre. D'accord? Par différence entre cette partie-là et l'annulation des titres, eh bien, soit vous aurez ce qu'on appelle un boni de fusion, soit vous aurez un mali de fusion. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, c'est très simple. Un boni de fusion, c'est quand vous perdez de l'argent sur vos titres. Un mali de fusion, c'est quand vous perdez de l'argent. D'accord? Donc, boni, je gagne. Mali, je perds. C'est bon? Donc, en fait, on pourrait appeler ça une plus ou moins value. D'accord? Plus-value boni, moins-value mali. Alors, ici, ça va être assez simple à calculer. On va voir ça tout à l'heure hein, dans notre exemple. Toujours le même exemple hein, du DSCG 2008.
Et puis dans la partie que l'absorbante ne détient pas dans l'absorbé, eh bien vous allez procéder à une augmentation du capital, d'accord? Augmentation du capital que nous connaissons déjà, puisque on sait déjà, si vous voulez, que on a trouvé le nombre de titres à rémunérer, le nombre de titres à émettre, donc il n'y aura aucune difficulté. Par différence, avec la quote-part de détention et l'augmentation du capital, par différence, nous aurons une prime de fusion. Comme vous avez tous, normalement, un DCG, vous savez ce que c'est qu'une prime d'émission, et vous avez tous vu en comptabilité approfondie à l'UE 10, le chapitre sur les variations du capital, donc ça ne devrait pas poser de problème. Alors, question. Ah, vous ne voyez pas la partie gauche, autant pour moi. Est-ce que là, vous la voyez? Normalement, oui. Si on a trouvé par exemple un boni de fusion, est-ce qu'on va l'ajouter à la prime de fusion? Alors oui, je vais en parler après. Effectivement, le boni de fusion, là la question que vous êtes en train de me poser, en fait, je vais vous y répondre après, puisqu'en fait, je vais vous montrer les écritures comptables. Hein. C'est Fatima qui me pose la question. Vous aurez effectivement le détail tout à l'heure. Donc là, je garde votre question pour tout à l'heure et j'y réponds. Normalement, vous avez tous à l'écran, vous devriez voir normalement tout. Voilà, là c'est bon. Ok. Alors, allons-y maintenant. Appliquons notre cas pratique. Si vous avez regardé mon exercice du DSCG 2008, vous avez dû constater qu'il y avait une valeur comptable, puisqu'on est en contrôle commun, et c'est ce que je viens de vous dire. Comment vous allez trouver la valeur comptable? Il y a deux possibilités. Soit le sujet vous donne la valeur comptable, soit c'est à vous de la calculer. Si c'est à vous de la calculer, dans ce cas de figure, il faudra prendre ce qu'on appelle les capitaux propres. Normalement, à votre niveau, vous savez tous ce que c'est que des capitaux propres. Capital, réserve, résultat, report à nouveau, et puis éventuellement provisions, mais réglementées, hein, pas les provisions classiques qui ne sont pas des capitaux propres. Alors, comme vous détenez déjà 60%, bah, vous allez renoncer à 60%, ce qui fait 2 880 000. Les titres dans le sujet que je vous ai transmis, ils valaient 3 millions. Donc, en fait, ces titres, vous les avez achetés au bilan à la base, au début, 3 millions, et ils ne valent plus que 2 880 000. Donc, concrètement, vous avez perdu 120 000. Donc, c'est un Mali de fusion. D'accord? Vous avez perdu 120 000 € sur vos titres. Normalement, c'est bon pour tout le monde. Pour les 40% qui restent, vous allez reprendre les 6 000 titres. N'oubliez pas les 6 000 titres, on s'est cassé la tête à les calculer, c'est maintenant qu'il faut les sortir. D'accord? 6 000 titres multipliés par la valeur nominale de la société absorbante, ça va vous donner l'augmentation du capital pour 1 200 000. Ensuite, pour retrouver la prime de fusion, il vous suffira de faire la différence entre 1 920 000 et 1 200 000. On aura donc 720 000 € de prime de fusion. D'accord? Donc là, normalement, a priori, ça devrait être bon pour tout le monde. Alors, ici, ce tableau, j'y tiens beaucoup parce qu'en fait, il est très important pour vous. C'est vraiment le tableau qu'il faut maîtriser, sur lequel vous allez travailler. Vous allez voir, au début, vous allez avoir un peu de mal. Et puis après, vous allez travailler qu'avec ce tableau, qui est vraiment le tableau officiel de l'examen. Et c'est ce tableau-là qu'il faut retenir. Avec ce tableau-là, vous n'aurez pas de difficulté. Vous trouverez le Mani, vous trouverez le Boni, vous ferez vos calculs tranquillement. Je répète pour la dernière fois, la partie haute peut être amenée à disparaître si vous êtes en présence d'une fusion simple. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'une fusion simple, eh bien, A ne détient pas B, B ne détient pas A. Donc, vous n'aurez que la partie basse. Alors, étape 7. Maintenant, vous allez analyser le Boni ou le Mali de fusion. Ben oui, parce que même pour cette partie-là, il va falloir faire un travail, je dirais, assez important qui consiste en fait à analyser les gains ou les pertes. Alors, le Boni de fusion, en général, dans les sujets d'examen, quand on n'a aucune information, on le met dans un compte 1042. D'accord, 1042 comme je vous l'ai indiqué. Et il faudra regarder dans le sujet en annexe si vous avez des informations sur les résultats accumulés et non distribués par l'absorbé depuis l'acquisition par l'absorbante pour pouvoir, je dirais, déterminer la partie du Boni que vous allez enregistrer en compta dans un compte 76 et la partie du Boni qui reste, qui sera dans un compte 1042. Pour être plus clair, vous mettez toujours votre Boni dans un compte 1042, sauf si vous avez l'information
des résultats accumulés et non distribués depuis la création. Dans ce cas de figure, eh bien, vous pourrez enregistrer une partie en produits financiers. Alors le boni aussi nécessite de votre part de faire un joli tableau. C'est toujours utile et puis ça permet de jamais se tromper. Donc j'ai fait un tableau très simple. J'ai décomposé mon boni en deux. La partie enregistrée en produit FI, la partie enregistrée, pardon. Alors j'ai une petite coquille. La partie que vous avez là, la quote-part de résultats accumulés et non distribués, c'est bien en compte de produits financiers, donc il n'y a aucun problème. Et la partie du boni qui reste, elle sera enregistrée dans un compte 1042. Donc là, c'est en fait la partie que je mets en bleu, c'est en 1042. C'est bien dans un compte de capitaux propres. Donc vous voyez bien, les numéros de compte sont bons, donc il n'y a aucun problème. Je continue. Alors, pour le Mali, vous pouvez avoir également, évidemment, des questions. Ça fait déjà 2 fois à l'examen, 2 fois de suite qu'on a, même 3 fois de suite d'ailleurs, 3 fois de suite qu'on a à l'examen un Mali technique et un Mali de fusion. Alors bon, on peut supposer quand même que l'année prochaine, pour le futur examen, on va avoir un boni, espérons quand même. Donc cette année, on a eu un Mali. Alors, vous devez quand même maîtriser le Mali, puisqu'en fait, ce Mali de fusion, il doit se décomposer en 2 Malis. Un Mali technique, qu'on appelle un faux Mali, et un vrai Mali. Alors, c'est quoi la différence entre un vrai Mali et un faux Mali? Un vrai Mali, comme son nom l'indique, c'est une vraie perte, c'est-à-dire de l'argent que vous avez vraiment perdu sur vos titres. Un Mali technique, c'est un Mali qui existe à cause de la comparaison entre la valeur réelle et la valeur comptable, qui sont des éléments qui ont été pris en compte pour les besoins de l'évaluation, en fait, pour les besoins de la fusion. Donc, je vous ai mis la méthode de calcul de ce Mali technique que vous allez enregistrer comptablement de 2 façons différentes. Le vrai Mali, c'est assez logique, c'est une vraie perte, donc il sera en charge financière. Le faux Mali, lui, ça sera ce sera des comptes de bilan spécifiques que vous allez utiliser, d'accord? Et donc, ces comptes de bilan spécifiques ont été réformés après le 1er janvier 2016. Après le 1er janvier 2016, en fait, il y a eu une modification du suivi du Mali technique dans le temps, puisque avant c'était extra-comptable et c'est devenu maintenant comptable. Donc il y a un suivi avec des numéros de compte spécifiques. Alors on va regarder ça. Dans les sujets d'examen, en général, on vous donne les numéros de compte. Alors, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas les connaître, parce que c'est le genre de cas où vous allez vous faire avoir, même si ça fait 2 fois qu'on les donne. Il est possible qu'on ne vous les donne pas. Ça veut dire, pour être plus clair, que vous devez absolument avoir un plan comptable à jour. Alors, un plan comptable à jour, ce n'est pas un plan comptable 2016, c'est un plan comptable 2019-2020, puisque dans ce plan comptable 2019-2020, vous aurez les nouveaux numéros de compte. D'accord? Donc, il faut absolument que vous preniez le temps de regarder un peu ces numéros de compte, puisque là, vous voyez que le Mali de fusion est affecté à différents postes d'actifs. Incorporel, corporel, financier, circulant. D'accord? Alors, si vous avez un Mali technique, vous allez évidemment le comparer par rapport aux plus-values nettes d'impôts que vous avez réalisées. Et on va voir ça dans le slide suivant. On a un tableau de suivi des plus ou moins values. Eh bien, ce Mali technique va être comparé aux plus ou moins values. Il y a 2 cas de figure qui vont se présenter. Soit le Mali technique est inférieur aux plus-values, auquel cas, eh bien, vous répartirez le Mali technique au prorata des plus-values réalisées. Vous n'aurez pas le choix, puisqu'il faut qu'il y ait une équité entre chaque élément d'actif. Si le Mali technique est supérieur aux plus-values, c'est pas grave. Vous affectez le Mali à chaque plus-value sur actif, et vous restera un petit bout. Le petit bout, vous l'affectez dans un poste de Mali résiduel en fonds commercial. Alors vous allez voir que dans le slide suivant, vous aurez l'indication du tableau, et vous allez retrouver cette notion de Mali résiduel affecté au fonds commercial. D'accord? Alors, je répète, tout ça, c'est des choses que nous verrons dans le cadre de la préparation. L'idée d'aujourd'hui, c'est que vous ayez la méthodologie en respectant bien les 8 étapes. Respecter les 8 étapes, ça veut dire être capable de faire n'importe quelle fusion. Donc évidemment, pour faire n'importe quelle fusion, il faut que vous s'entraîniez, c'est le plus important. Et puis, il faut respecter cette méthode. Alors, voilà le tableau. Le tableau qui décompose les différents postes d'actifs, pour lequel on va avoir les valeurs comptables, les valeurs réelles, les plus-values latentes, l'impôt latent, les plus-values nettes. Donc il s'agissait, on parlait de ça en fait, des fameuses plus-values nettes d'impôt. L'affectation du Mali technique, elle est là, je la mets en bleu.
d'accord? Et ce Mali technique, vous l'affectez donc en fonction des éléments d'actifs. Soit il est supérieur, auquel cas, s'il est supérieur, bah, le reste, vous le mettez en Mali résiduel. Je pense que vous le voyez tous, le Mali résiduel. D'accord? Si vous voyez que vous avez un Mali qui est inférieur aux plus-values, eh bien vous ferez un prorata et donc il y aura évidemment 0. Il y aura 0 ici. Alors, si on prend maintenant l'exemple du cas que nous avons, on a les valeurs réelles, on a les valeurs comptables et on a la quote-part de détention. Bien, regardons. Dans le sujet, vous aviez la valeur réelle, 5 millions. Vous aviez la valeur comptable, vous l'avez calculée. Et vous avez le pourcentage de détention. Ça veut dire que dans notre sujet ici, le Mali technique est de 120 000 € en totalité. Ça marche? Alors, retenez quand même une chose. Alors, attendez, il y a un petit souci. Voilà, normalement c'est bon. Alors, le tableau standard, oui, vous l'appliquez pour tous les cas de fusion, Fatima. Hein. Le tableau standard qu'on a vu ensemble, il est vraiment très très utile. Il faut toujours l'utiliser pour vos fusions. On arrive à la dernière étape. On va passer les écritures. Alors, les écritures, on vous les demandera très souvent chez l'absorbante, de temps en temps chez l'absorbé, et puis de temps en temps chez les deux. C'est possible aussi. Donc, vous allez constater l'écriture de réalisation des apports avec le compte 456. Les apports, et puis vous allez constater l'élimination des titres, l'augmentation du capital, la prime de fusion. Alors pourquoi je vous ai mis le boni de fusion en bleu, enfin en gras notamment ici? Parce que comme vous l'avez compris, deux cas de figure vont se présenter. Voilà, normalement vous voyez quelque chose là. Aïe, aïe, aïe. Pas encore l'habitude. Donc là, on a un boni de fusion avec, je ne sais pas si c'est bon normalement pour vous là. Donc on a un boni de fusion qui va se décomposer soit en prime de fusion en 1042 ou en 768. Pourquoi je les ai mis en gras? Parce que vous pourriez très bien tout avoir, vous pourriez très bien ne pas avoir le compte 768. Ça marche? Bon, je continue. Maintenant, si vous avez une augmentation de capital, avec un Mali complet, c'est-à-dire qu'on a à la fois un Mali technique et à la fois un Mali de fusion, un vrai Mali, eh bien les écritures seront similaires, sauf que vous aurez un Mali dans un compte de classe 2 et vous aurez un Mali de fusion dans un compte de classe 6. J'insiste, j'ai marqué 2 avec 3 petits points. Pourquoi? Pourquoi 2 avec 3 petits points? Parce que ça peut être n'importe quel de ces postes-là. Ça peut s'affecter à différents postes. En fait, vous allez le décomposer. Et d'ailleurs, si j'avais voulu être encore plus complet, mais ça on verra ça ensemble, eh bien on pourrait même avoir le fonds commercial s'il y a un Mali résiduel. Alors je continue. Maintenant, vous allez, pour revenir à mes écritures, donc soit vous enregistrez le boni, soit vous enregistrez le Mali, et ensuite vous enregistrez la réalisation des apports. Alors évidemment, cette réalisation des apports va dépendre du fait que vous soyez soit en valeur comptable ou soit en valeur réelle. Si vous êtes en valeur comptable, vous prenez les valeurs brutes et puis vous prenez les amortissements en dépréciation comme si la société se continuait en fait. Hein. Donc là, c'est pour être, sans vouloir être méchant, l'écriture comptable que vous avez sous les yeux, c'est ce que j'appelle moi du recopiage. Vous recopiez le bilan en fait, hein, clairement. D'accord? Il faudra juste faire apparaître le compte 456. OK? Par contre, si vous êtes en valeur réelle, eh bien, vous allez enregistrer les valeurs en valeur d'apport, c'est-à-dire pour leur valeur réelle. Hein, donc. Alors, j'ai sauté une slide, mais je vais y revenir tout de suite. Hein. Vous pouvez avoir une différence quand vous faites votre fusion entre la valeur globale, c'est-à-dire soit la valeur qui est ici en fait la valeur réelle, hein, d'accord, et la somme algébrique des valeurs réelles des actifs et des passifs identifiés qui sont dans le traité d'apport. Et donc, s'il y a une différence entre les deux, eh bien, on enregistrera la différence dans un poste de fonds commercial qui est en fait un goodwill pour nous. D'accord? Et c'est pour ça que quand je parle de somme algébrique des valeurs réelles des actifs et des passifs, il y a cette notion d'actif net comptable corrigé. Donc ça veut dire qu'en fait, concrètement, vous pouvez difficilement échapper à la partie évaluation d'entreprise. Il faut quand même que vous ayez des connaissances. C'est pour ça qu'on l'abordera malgré tout ensemble. Alors je continue pour aller à la fin de mon raisonnement. Autre écriture possible chez l'absorbante.
Si vous êtes dans le cadre d'une fusion, si vous êtes dans le cadre d'une fusion-réduction, eh bien, il faudra enregistrer l'augmentation, la réduction du capital. Oui, puisque la société absorbée détient des titres de l'absorbante. Dans ce cas de figure, vous allez réduire le capital social, réduire la prime de fusion et enregistrer un compte d'action propre. Alors, je précise à titre indicatif que vous pouvez utiliser deux numéros de compte. Soit le compte 277, soit le compte 502. Qu'est-ce que vous pouvez avoir d'autre? Vous pouvez avoir également des opérations réciproques, comme vous aurez d'ailleurs le même problème en consolidation, mais ça sera plus facile en fusion quand même. Vous pouvez avoir une créance et une dette entre une société absorbante et une société absorbée avant la fusion. Dans ce cas de figure, il faudra éliminer la créance et éliminer la dette. D'accord? Chez l'absorbante, vous pouvez enfin avoir encore quelques petites opérations qui consistent en fait à reprendre les obligations fiscales de l'absorbé dans le cadre du régime fiscal de faveur. En gros, vous avez une société absorbée. Cette société absorbée a des provisions réglementées, a des subventions d'investissement, a des subventions, des provisions pour hausse des prix. Eh bien, vous avez la possibilité en tant qu'absorbante de reprendre ces éléments de capitaux propres et de les imputer sur la prime de fusion. Alors, dernier cas de figure, alors je ne sais pas si vous voyez quelque chose, normalement oui. Je pense que c'est bon. Alors, vous avez ensuite la possibilité, je vais me mettre plutôt comme ça sera peut-être plus facile. Vous avez la possibilité d'enregistrer des frais de fusion. Alors, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, les frais de fusion, il y avait ce qu'on appelle les méthodes préférentielles. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. Eh bien, on ne parle plus de méthodes préférentielles. On parle maintenant de méthodes de référence. D'accord? Alors, il y a trois façons d'enregistrer des frais de fusion. Soit vous les enregistrez en charge, soit vous les enregistrez en IMO, soit vous les imputez sur la prime de fusion nette d'impôt. D'accord? Donc l'écriture que vous avez sous les yeux actuellement, c'est une écriture d'imputation des frais de fusion sur la prime nette d'impôt. Vous remarquerez qu'on a enregistré le compte 695, qui est le poste d'IS. Vous pouvez les enregistrer en IMO, auquel cas vous les enregistrez en IMO avec de la TVA et la banque. Donc ça, c'est une écriture tout à fait simple. Et vous pouvez les enregistrer en charge, écriture aussi très simple. Donc en fait, avant la réforme, on va dire ça comme ça, les frais de fusion, les méthodes préférentielles, c'était l'imputation de ces frais sur la prime de fusion. Maintenant, ce n'est plus une méthode de référence, donc vous pouvez enregistrer selon l'une de ces trois méthodes. Alors maintenant, on va, pour finir, appliquer, à notre exemple, appliquer le cas pratique à ce que nous avons vu. On va enregistrer les 4,8 millions de valeurs comptables. On va éliminer les titres. On va enregistrer le Mali. Alors, je me suis permis de mettre un 2 avec 3 petits points parce que dans le sujet que je vous ai donné, on n'avait pas le détail de l'affectation de ce Mali technique et ce n'était pas du tout l'objectif de l'exercice. L'idée, c'était juste de constater un Mali. D'accord? Donc ici, évidemment, il aurait fallu qu'on ait un compte précis, mais ça ne pose pas de problème, on peut le laisser comme ça. Le capital social pour l'augmentation du capital et la prime de fusion. Vous remarquerez que j'ai mis la prime de fusion dans un compte 1042, il n'y a aucun problème. Et là, je suis en présence d'un Mali. Alors, je voudrais quand même revenir très très vite au tableau que je préfère le plus et qui est le plus important. C'est ce tableau. Parce que si vous avez compris ce tableau, l'écriture comptable, elle est facile. Ici, vous avez le compte 456. Ici, vous avez les titres de participation. Ici, vous avez le Mali. Ici, vous avez l'augmentation du capital. Et ici, vous avez la prime de fusion. Vous n'avez rien à apprendre, il y a juste à regarder le tableau. D'accord? Donc, je continue, je reviens à ce que nous devons faire maintenant, c'est-à-dire l'écriture chez la société absorbante. On ne passera pas les écritures chez la société absorbée puisqu'on ne vous le demandait pas. D'accord? Et donc, on va réaliser les apports, c'est-à-dire apporter les biens de la société absorbée chez la société absorbante en valeur comptable. Donc, on va prendre la valeur brute, on va prendre les amortissements et on va déterminer la différence, tout simplement. D'accord? Donc là, c'était du recopiage, donc aucune difficulté pour reprendre ça.
Il fallait juste ne pas oublier les 4 800 000 de valeur comptable. Normalement, ça ne pose pas de problème. Alors, évidemment, difficile de vous parler de l'absorbante sans vous parler de l'absorbée. Vous verrez également dans le cadre de la préparation, quand on fera des cas, hein, on s'entraînera, qu'il y a 4 étapes pour passer des écritures chez la société absorbée. D'accord. Cette société absorbée, il y a 4 étapes à respecter. Vous allez d'abord éliminer l'actif et le bas de passif. Ensuite, vous réceptionnez les titres de la société absorbante. Ensuite, vous éliminez les capitaux propres. Et puis ensuite, il y a un échange de titres, c'est-à-dire une remise de titres de l'absorbante en échange des titres de l'absorbé. Ce sont toujours les mêmes écritures chez l'absorbé. Il y en a toujours 4, ça ne change pas, c'est pas compliqué. Donc, ici, vous voyez qu'on élimine les postes d'actifs et de passifs. On va ensuite dégager, moi, ce que j'appelle un résultat de fusion. Alors attention, le résultat de fusion, il peut ne pas exister. Hein. Si vous êtes en valeur comptable, vous allez apporter des éléments du bilan, actif moins passif, vous n'aurez pas d'écart. Si en valeur réelle, vous aurez un écart, vous aurez donc un résultat de fusion. Vous allez avoir ensuite, en étape 2, une réception des titres de la société absorbante. Vous allez donc enregistrer les nouveaux titres. Étape 3, vous allez partager les capitaux propres. En gros, vous allez éliminer les capitaux propres. N'oubliez pas quand même que la société absorbée dans le cadre de la fusion, elle va être dissoute. On va dissoudre la société absorbée, on va l'éliminer. Donc, on va se débarrasser de tous ces capitaux propres. Évidemment, à la fin, quand j'aurai fait toute ma compta, je ne dois plus rien avoir, quoi. Tous les comptes doivent être soldés. D'accord? Vous aurez par différence un compte 4567, société absorbée. Et donc, ensuite, vous allez remettre les titres de l'absorbante en échange des titres de l'absorbée. Il faut bien que vous compreniez que la société absorbée, elle est dissoute. Donc, on se débarrasse de son actif, on se débarrasse de son bas de passif, on se débarrasse de ses capitaux propres, et en échange, l'absorbé devient actionnaire de l'absorbante. Donc, on lui donne des titres. Et bien, en fait, comme le disait Pierre Garnier, la comptabilité, c'est l'algèbre du droit. Donc en fait, on est juste en train de matérialiser comptablement des opérations juridiques, et notamment une dissolution d'une société absorbée. Alors, vous voulez aller plus loin? Eh bien, je vous invite à un rendez-vous avec nous, à s'inscrire chez ProConta pour avoir des vidéos de cours avec des cas pratiques. Donc ça, évidemment, c'est le premier live qu'on fait ensemble. Vous aurez plein de replays pour vous entraîner. Vous allez avoir des lives de méthodologie. Vous allez avoir 2 épreuves blanches originales. Donc quand je dis 2 épreuves blanches, hein, c'est 2 sujets d'examen blancs avec une partie norme IFRS consolidation, une partie audit, une partie fusion, donc un vrai sujet d'examen, hein, pour être plus clair. 2 séminaires de correction en live pour corriger ces fameux examens blancs. 2 corrigés types, des copies aussi vidéo corrigées, donc ça je vais en parler juste après. Et puis vous aurez également des dossiers d'entraînement à traiter à votre rythme, pour lequel vous aurez évidemment une correction complète. Alors, la vidéo correction, qu'est-ce que c'est? En gros, vous allez faire votre examen et puis vous allez me l'envoyer. Et puis, moi, je vous renverrai évidemment la notation corrigée de votre copie sous format vidéo en live. Donc, ça vous permettra d'avoir un vrai diagnostic de votre copie. Alors, à partir de janvier 2020, vous allez accéder à la plateforme, donc à l'intégralité des éléments dont vous aurez besoin, du moins pour cette épreuve, c'est-à-dire que vous allez pouvoir vous entraîner progressivement, hein, puisque vous allez vous inscrire en janvier, vous aurez donc accès progressivement aux éléments dont vous avez besoin pour vous préparer. Janvier, juillet, vous aurez la méthodologie, l'entraînement, et juillet, octobre, on sera en phase d'entraînement et de perfectionnement. On fera des lives où on va s'entraîner concrètement sur des cas de synthèse. Évidemment, vous l'avez compris, la méthodologie qu'on a vue aujourd'hui, elle reprend beaucoup de choses dans le cadre de la fusion. Mais on redécomposera ce qu'on a vu aujourd'hui en 1 heure, en plusieurs séances, qui vous permettront de maîtriser vraiment totalement cette épreuve 4. Alors, une garantie de réussite, eh bien, c'est très simple, soit vous validez l'UE, soit vous ne la validez pas. Si vous la validez, tant mieux pour vous. Si vous ne la validez pas, la prépa sera remboursée, mais sous condition, c'est-à-dire qu'il faut que vous ayez suivi tous les cours, en replay ou en direct, que vous ayez rendu les 2 épreuves blanches qu'on va vous envoyer, que vous ayez fait tous les dossiers d'entraînement,
que vous ayez bien évidemment passé l'examen, et pour finir, pour être quand même plus clair au cas où, que vous ayez au moins 10 à l'épreuve. Donc en gros, il faut vraiment que vous ayez, voilà, il faut que vous ayez respecté toutes ces conditions pour pouvoir être